Bonjour à toutes et à tous, 5 sur 5. Voici le 5e numéro de 5 minutes d'arrêt, le rendez-vous qui vous présente en vidéo la jurisprudence des IRP, les instances représentatives du personnel. Une jurisprudence suivie par nos juristes, Frédéric Awatt, Juliette Renard et aujourd'hui Séverine Baudouin du dictionnaire permanent social des éditions législatives Lefebvre Dalloz. En voiture. Trois arrêts ont retenu notre attention ces dernières semaines. Le premier concerne la base de données économiques et sociales et l'action en justice du CSE pour obtenir des informations manquantes. Le deuxième porte sur l'action en justice des syndicats en contestation du protocole d'accord préélectoral. Enfin, le troisième précise que le responsable sécurité est éligible au CSE. Dans la première décision du 24 novembre 2021, les élus du comité d'entreprise estiment que leur BDES est incomplète. En effet, les informations contenues dans la base de données doivent porter sur les 2 années précédentes et l'année en cours, mais doivent aussi intégrer les perspectives sur les 3 années suivantes. Or, cette BDES était complétée par des données prospectives que par le signe plus, moins, égal ou encore NA non applicable ou ND non disponible. Et ce, sans plus amples explications ou justifications. C'est en dehors de toute consultation que les élus saisissent le juge dans le cadre de la procédure référée classique pour déficit d'information. Mais la Cour d'appel et la Cour de cassation ne sont pas d'accord. Pour elles, les élus auraient dû passer par la procédure accélérée au fond, prévue spécifiquement par le Code du travail pour demander la communication d'informations manquantes. C'est la fameuse procédure prévue par l'article L2312-15 que le CSE doit utiliser pour demander des compléments d'information lors d'une consultation récurrente ou lors d'une consultation ponctuelle pour un projet de réorganisation par exemple. Cette procédure permet au juge de se prononcer sur le fond de l'affaire, contrairement au référé classique. Alors, attention à utiliser la bonne procédure. En outre, il résulte aussi de cette décision, et ce n'était pas forcément évident, que le CSE est autorisé à agir en dehors de toute consultation dès lors qu'il ne bénéficie pas des informations auxquelles il a droit, notamment dans le cadre de la BDESE. Dans ce second arrêt, en date du 24 novembre 2021, c'est la possibilité de contestation du protocole préélectoral qu'il est question. Une jurisprudence bien établie prévoit que le protocole valablement signé aux conditions de majorité obligatoire ne peut être contesté devant le juge judiciaire que s'il contient des stipulations contraires à l'ordre public, notamment qui méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. D'autre part, la Cour de cassation explique depuis longtemps que lorsqu'un syndicat a signé le protocole ou lorsqu'il a présenté des candidats sans émettre de réserve sur ce protocole, adhésion dite tacite, celui-ci ne peut plus contester la validité après la proclamation des résultats. Cette décision commence par rappeler toutes ces règles. Elle précise ensuite que même la méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public ne peut être invoquée par les syndicats signataires pour contester le protocole après la proclamation des résultats. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que le protocole ne peut plus être contesté après la proclamation des résultats par un syndicat signataire ou ayant adhéré tacitement, quel que soit le motif invoqué. Cette solution a pour objet d'éviter les contestations des élections par des syndicats suite à des résultats décevants, alors qu'ils n'auraient pas mis en cause le protocole au préalable. En revanche, cela signifie aussi que tous les syndicats, même ceux ayant signé le protocole ou ayant présenté des candidats, peuvent le contester en justice avant la proclamation des résultats en invoquant un tel manquement à l'ordre public. Enfin, le troisième arrêt, en date du 19 janvier 2022, concerne l'éligibilité du responsable sécurité de l'entreprise. Commençons par rappeler que le référent sécurité ou encore responsable sécurité est désigné par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Dans la mesure du possible, il s'agit d'un salarié de l'entreprise, déjà présent ou recruté pour cette mission. Celui-ci assiste aux réunions du CSE avec voix consultative sur les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail. La question qui se pose dans cet arrêt est celle de son éligibilité au mandat de membre du CSE. Dans cette affaire, une salariée est responsable de sécurité de l'établissement et candidate aux élections du CSE.
Un syndicat demande l'annulation de sa candidature, puis de son élection, au motif qu'un salarié ne peut exercer des fonctions délibératives en qualité d'élu et consultatives en une autre qualité. Mais la Cour de cassation valide l'éligibilité de la responsable sécurité. Elle explique que cette dernière ne représente pas l'employeur devant le CSE dès lors qu'elle intervient de façon ponctuelle lors des seules réunions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, afin d'éclairer les membres du CSE et dispose d'une voix seulement consultative. Mais attention, si ces fonctions de responsable sécurité n'excluent pas en soi le salarié de l'éligibilité au CSE, il peut être inéligible s'il s'agit d'un cadre dirigeant, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire. C'est le cas s'il dispose d'une délégation de pouvoir de l'employeur ou s'il représente effectivement l'employeur devant les IRP, par exemple s'il préside les réunions de la CSSCT. Merci beaucoup Séverine pour cette analyse de la jurisprudence récente des IRP et à très bientôt pour un nouveau 5 minutes d'arrêt.